Bienvenue dans cette dernière partie de notre échange. Alors que je dégustais ma bouillie de mil, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette grande famine qui a frappé Tombouctou de 1607 à 1617. Si, bien entendu, on se fie au Tariq que tu évoquais plus tôt, ou à certains auteurs, notamment Heinrich Barth et René Caillé. Mais bon, retournons à Ahmed Baba qui nous fournit en fait l'exemple type de l'intellectuel dont la pratique politique rejoint la théorie philosophique dont le maître mot est certainement justice. Selon toi, était-il ce qu'on appelle aujourd'hui un peu abusivement un intellectuel engagé? Oui, sans doute, il était d'une certaine manière parce qu'il s'est opposé de façon intellectuelle à l'invasion par le Maroc de l'Empire Soraï avec des arguments théoriques, et même que ce qu'il disait pour sa réflexion sur l'esclavage, en gros, qu'un empire musulman ne pouvait être, selon lui, envahi par un autre musulman, sauf pour des raisons religieusement, coraniquement fondées. Donc, il a mis son savoir au service d'une cause, au service de principes, tu as parlé, au service de valeurs, tu as parlé de la justice. Oui, d'une certaine façon, il était un intellectuel engagé. Mais là aussi, je dirais qu'il faut peut-être se garder un petit peu d'une lecture, somme toute tentante, mais par trop anachronique. Selon les sources dont nous disposons, on note en effet que, comme j'ai dit, Baba s'est opposé à la conquête du Soraï par le Maroc pour des raisons, j'ai envie de dire, sans doute patriotiques, mais aussi pour des raisons, comme je l'expliquais, théologiques. Du point de vue de la loi islamique, le sultan du Maroc, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, ne pouvait prétendre à aucun droit sur une terre musulmane sur laquelle, en plus, Askia Mohamed, l'empereur du Soraï à l'époque, avait obtenu le titre de commandeur du calife abbasside du Caire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un grand chercheur britannique qui s'appelle John Unwin, qui avait beaucoup travaillé sur les écrits des intellectuels de l'Afrique de l'Ouest précoloniale de l'époque. Et pour John Unwin, donc, il considérait que Baba fut certes un grand professeur, un auteur prolifique, mais selon lui, ce n'était pas nécessairement un penseur original ou un penseur non orthodoxe. Bon, c'est peut-être un point de vue un peu excessif, à mon avis, mais c'était aussi une façon de dire que Baba fut, en d'autres termes, un homme de son temps. Il y avait d'éminents penseurs, juristes. Je disais en introduction que Baba fut lui-même, il appartenait à une lignée d'érudits de Tombouctou. Et donc pour John Unwin, la postérité n'a retenu qu'un seul nom, celui d'Ahmed Baba, mais ce n'était pas le seul érudit. Donc il est fort possible qu'il y ait aussi d'autres intellectuels qui n'ont peut-être pas laissé de traces écrites, à part un certain nombre, on en a parlé, je parlais des chroniques, les fameuses Tariq du Soudan de l'époque, qui nous permettent de connaître un peu le contexte intellectuel, politique et historique et qui montrent bien qu'il y avait une richesse dans les universités de Tombouctou et notamment la plus connue, celle de Sanko. Pour revenir à mon introduction, je disais un peu comme une boutade, Erasme de Rotterdam, surnommé le prince des humanistes, a donc vécu dans la même période que Ahmed Baba. Pourquoi le premier reste encore très connu et célébré et l'autre bien anonyme en dehors du cercle d'historiens, surtout en Afrique? Oui, question aussi très importante à mon avis. D'autant plus importante que Baba fut également un humaniste. Mais plus généralement, ce qui vaut pour Baba vaut également pour tous les grands penseurs de l'histoire intellectuelle africaine, voire de l'histoire de la diaspora noire. Cette histoire intellectuelle regorge de très grands noms et qui furent également de contemporains, de grands penseurs occidentaux, mais qui sont toujours largement méconnus en Afrique et en Europe, en dehors des effets de mode cyclique ou d'intellectuels médiatiques, comme on le voit depuis quelques années en France. Je ne vais citer personne, mais je peux citer de grands esprits morts comme Fanon, et depuis quelques années, Frantz Fanon est une figure intellectuelle vénérée, voire révérée en France. Mais on pourrait citer plusieurs autres exemples de figures intellectuelles noires dans des domaines aussi variés que la philo, la sociologie, l'histoire, la science politique, Danton Wilhelm Amo, à Webb Dubois, en passant par James Africanus Horton, Cornel West, Mahmoud Mamdani, Souleymane Bachir Diane, Elikia Mbokolo et bien d'autres. Toutes ces figures sont connues par ceux qui s'intéressent à leur domaine, mais elles sont largement méconnues du grand public africain. Ce qu'il y a de plus frappant, lorsque j'ai fait mes recherches sur Baba, c'est que même les spécialistes de philosophie africaine francophone, ou qui écrivent en français, je veux dire, n'en font guère cas. Mais pour revenir donc à Baba, étonnant qu'il y ait de grands philosophes, de spécialistes de philosophie islamique comme Henri Corbin et Alain de Libera, qui n'évoquent guère dans leurs travaux respectifs portant sur la philosophie islamique l'apport d'éminents penseurs de Tombouctou à l'exégèse du livre saint des musulmans.
Et ceci est d'autant plus étonnant que Corbin considérait que la seule philosophie des penseurs de l'islam longtemps connus de l'Occident, du fait des traductions d'œuvres arabes en latin d'Avicenne, à Averroès et de leurs disciples ou critiques, ne suffit pas pour suggérer une orientation d'ensemble qui permette de saisir le sens et le développement de la méditation philosophique en islam. Dans le cas de Corbin, il pense évidemment à la Perse, à l'Iran d'aujourd'hui, mais il ne fait nullement référence aux penseurs de Tombouctou, de l'apport de ces penseurs à la jurisprudence et à la théologie islamique. Et j'ai aussi envie, encore une fois, de faire référence à Souleymane Bachir Diagne, qui a co-dirigé un texte formidable qui s'appelle The Meanings of Tombouctou, donc les différentes significations de Tombouctou. Et Diagne explique qu'il est impossible de rendre compte de l'histoire de la philosophie sur le continent africain si l'on ignore totalement la signification de la pénétration du savoir islamique en Afrique. Et là encore, c'est une façon de rendre hommage à la production et à la puissance de la pensée des intellectuels de Tombouctou de l'époque. Voilà ce que je peux dire sur ta question, mon cher Alex. Oui, c'est intéressant que tu parles de Anton Willem Amo, ou Amo le Guinéen. En fait, j'ai traité ce sujet durant la saison 2, épisode 39, sur sa vie et son œuvre. Et c'est vrai qu'il subit le même sort à peu près que Ahmed Baba, à la différence qu'il a vécu en Allemagne et pas en Afrique. Oui, c'est très intéressant parce que voilà quelqu'un qui fut un grand commentateur de Descartes, maîtrisait le latin, qui a vécu en Allemagne, et qui est quasiment inconnu, excepté de certains grands philosophes africains qui ont écrit sur lui, comme Paulin ou Tomji. Mais c'est vraiment aussi une personnalité, une figure très intéressante. C'est vraiment excellent, mon cher Luc. Merci pour ta disponibilité et encore pour ton humilité. Et pendant que tu parlais, j'ai fini mon dernier bol de mil, ce délicieux repas médiéval, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une très fidèle du podcast, une certaine Caroline Martin, institutrice à Hauteville, dans l'Ain, en France. Caroline, ça vous dirait d'ouvrir un jour le premier restaurant de céréales médiévales africaines en France, en Europe, ou dans le monde, je pense d'ailleurs. Peut-être bien avec le soutien de la coopération malienne. Si ça se trouve, ça pourrait les intéresser. On pourra bien sûr y déguster de la bouillie de mil, de la bouillie de sorgho, mais aussi, et surtout, consulter des versions digitales de manuscrits de Tombouctou. Enfin, dites-moi, si ça vous intéresse, que je vous mette en contact. Mon cliché africain du jour, c'est la portée historique des 25 000 ouvrages qui sont actuellement entretenus et en cours de digitalisation à l'Institut des hautes études et de recherche islamique, Ahmed Baba, à Tombouctou. L'existence même de cet héritage écrit en arabe, mais aussi en songhai, en tamashek et en bamanakan, et même parfois en turc et en hébreu, réfute clairement les préjugés faisant de l'Afrique un continent de tradition exclusivement orale. Et dire que, selon les estimations, ces 25 000 manuscrits qui relèvent de l'étude du Coran et des sciences islamiques, mais aussi de la médecine traditionnelle, des mathématiques, de l'astronomie, du droit, du commerce, de physique, d'histoire, de poésie, de musique, de pratiques ésotériques, et même de la résolution des conflits communautaires ou interethniques, ne serait que le sommet de l'iceberg, puisqu'on estime à près de 100 000 le nombre de documents aux mains des familles de Tombouctou, sans compter les collections privées détenues par les habitants des régions de Kidal, Gao, Ségou et Caille, ce qui pourrait au final conduire au chiffre délirant de 700 000, voire 1 million de manuscrits pour le Mali et la sous-région. Et encore, ce n'est pas fini, parce que certains ouvrages, soustraits à la voracité de certains pilleurs durant la colonisation, seraient encore enfouis sous le sable de Tombouctou. Et donc cet épisode est aussi un hommage au travail colossal des conservateurs de ce nouveau centre Ahmed Baba à Tombouctou et aussi à l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui a mené et financé cette réhabilitation. Ces héros silencieux permettent de conforter ce proverbe soudanais qu'on entend à peu près dans toute l'Afrique de l'Ouest au détour des conversations qui dit, je cite, « Le sel vient du nord, l'or vient du sud, l'argent vient du pays des Blancs, mais la parole de Dieu, les choses savantes, les jolis contes, on ne les trouve qu'à Tombouctou. » Et j'ai presque envie de dire que vous toutes et tous qui m'écoutez, venez tous de Tombouctou. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.